suis accompagné de Madame Anastasia Gesop, qui est infirmière en pratique avancée à l'HAD Val-de-Loire dans sa mention onco-hématologie. Et moi, je suis médecin polyvalent à l'HAD Val-de-Loire et je suis depuis maintenant 2 ans l'hémovigilant de l'établissement. Je pense que vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est parfait. Merci. Alors, le sommaire, notre présentation va se dérouler en 3 parties. Je vais commencer par quelque chose qui est peu connu, c'est les 18 recommandations des sociétés savantes associées à la FNEAD, la SFBTT et la SFTS et le CNRH pour les sociétés de transfusion sanguine, et la FNEAD, c'est la Fédération nationale des établissements d'HAD. On ira sur notre petite expérience à l'HAD Val-de-Loire et vous faire un petit retour de ce qu'on a pu faire et pas faire aussi. Et puis, j'élargirai sur la transfusion sanguine en HAD en France avec des données que j'ai pu récupérer de la fédération et sur le site de l'ATIH. Donc, petit début avec 18 recommandations. Je vais présenter dans les recommandations les parties pertinentes, parce que sinon c'est un petit peu indigeste pour tout le monde. Mais les éléments les plus saillants de ces recommandations. La première recommandation, c'est que l'établissement d'HAD doit avoir des critères d'inclusion et d'exclusion pour les patients que l'établissement va transfuser. Et évidemment, c'est formalisé dans un document. Dans les éléments d'inclusion, le patient il doit avoir déjà été transfusé en hospitalisation conventionnelle par le type de PSL prescrit. Si on lui transfuse des CGR, il faut qu'il ait déjà eu des CGR. Il ne faut pas qu'il ait eu d'antécédents d'événements indésirables receveurs de grade supérieur à 2, globalement un TACO ou un autre problème. Il faut en discuter avec l'hémovigilants de l'établissement. Et puis, autre élément important, une inclusion n'est possible que si un accompagnant est présent au domicile. On en reparlera après. L'exclusion, l'élément important, c'est la transfusion en urgence qui est liée notamment à la situation clinique du patient. L'HAD n'est pas du tout adapté pour ce genre de transfusion sanguine. Dans la recommandation numéro 2, les professionnels médicaux et paramédicaux sont formés et habilités. Donc, il y a une procédure très claire sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent connaître. Et la recommandation numéro 3, les médecins qui vont inclure dans le programme de transfusion doivent disposer de tous les éléments nécessaires. Et donc, nous avons un dossier médical et un dossier transfusionnel, comme à l'hôpital conventionnel traditionnel. Anastasia, vous présenter une partie de la suite. Pour la recommandation numéro 4, il faut que le médecin prescripteur, donc s'il peut s'agir du médecin de l'HAD ou du médecin traitant du patient, il s'engage à être joignable à tout moment pendant la transfusion et durant les 2 heures qui suivent la fin de la transfusion. Pour la recommandation numéro 5, c'est un document d'information pré- et post-transfusionnel qui doit être remis à tout patient transfusé et ou aux proches du patient. Il faut que ça précise le type de la surveillance clinique rapprochée qui a lieu 2 heures après la fin de la transfusion. Et il faut aussi que sur ce document, il figure le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de besoin. Et là, après, on vous a regroupé les recommandations 6 et 7. L'idée, c'est vraiment que le prescripteur s'engage à respecter les bonnes pratiques transfusionnelles. Il est recommandé de ne prescrire qu'un seul produit sanguin labile par épisode transfusionnel. Ça veut dire que si un patient a une anémie et une thrombopénie, on fera un CGR un jour, un deuxième CGR un deuxième jour et un CP, des plaquettes, le troisième jour. On ne peut pas faire deux PSL par jour. Il faut aussi qu'il y ait une évaluation clinique et biologique qui sera réalisée au décours de la transfusion. Et en fonction de cette évaluation du patient, un deuxième PSL pourra être prescrit en veillant à la validité, bien sûr, des RAI si c'est un CGR. Et encore une fois, c'est un petit peu redondant, mais il y a un proche qui s'engage à rester auprès du patient pendant et au minimum 2 heures après la fin de l'épisode transfusionnel. La recommandation numéro 8 de ce document précise que l'HAD a mis en place une organisation qui respecte une réglementation stricte. Il faut qu'il y ait un médecin qui puisse intervenir à tout moment. L'IDE, comme à l'hôpital, va rester sur place tout le long de la transfusion et va assurer la surveillance et la traçabilité des paramètres vitaux. Le PSL doit être transfusé dans les 6 heures, mais ça, c'est identique
après sa délivrance à l'hôpital. Et puis, il y a obligation de réaliser les contrôles ultimes, le contrôle de concordance en cas de transfusion de CGR et le contrôle ultime de compatibilité biologique ABO. La surveillance de la transfusion pendant et 2 heures après son arrêt. On doit ramener toute la traçabilité du produit transfusé vers la structure de délivrance et, et puis on doit assurer la prise en charge en cas de survenue d'un événement indésirable au receveur. L'infirmière au domicile du patient, elle a avec elle une trousse d'urgence dont le contenu, on l'a détaillé dans des procédures annexes. On pourra en parler plus tard si vous le voulez. Je poursuis avec la recommandation numéro 9. Il faut que l'établissement d'hospitalisation à domicile non rattaché à un établissement de santé, il doit identifier un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. Donc ça, c'est le travail du docteur Sassaigne, qui est l'hémovigilant de notre établissement. Pour ce qui est des recommandations 10 et 11, il faut que le transport du PSL soit assuré dans le respect des bonnes pratiques par un professionnel formé. Ça, c'est identique à l'hôpital. Et dans certains cas particuliers, le personnel infirmier en charge du patient peut lui-même assurer le transport, à condition bien sûr de disposer du matériel validé conjointement avec la structure de délivrance, sachant que pour nous, notre expérience, la structure de délivrance, c'est l'établissement français du sang, c'est l'EFS. Pour la recommandation numéro 12, ça reprend les exigences de sécurité transfusionnelle qui imposent que l'infirmière qui doit réaliser l'acte transfusionnel, elle puisse disposer de tous les éléments du dossier transfusionnel lui permettant d'effectuer les vérifications à la réception du PSL au domicile du patient et ainsi de faire ces vérifications. Typiquement, c'est le contrôle ultime, pouvoir vérifier la carte de groupe du patient et faire sa concordance document, mais c'est des choses similaires qui sont faites en hospitalisation conventionnelle. Avant de débuter la transfusion à domicile, l'IDE qui est prête à déclamper son culot globulaire doit s'assurer que le médecin responsable est joignable. En pratique, elle appelle le médecin qui a fait la prescription et lui répond par téléphone. Il y a un contact entre lui et elle, lui disant qu'il est disponible et qu'il peut l'appeler à tout moment pendant l'acte transfusionnel et qu'il peut se rendre au domicile. L'IDE reste au domicile du patient pendant toute la durée de la transfusion, ce qui au global dure environ 3 heures, si on prend entre le moment où elle arrive et le moment où elle repart. Et puis dans la recommandation numéro 16, on doit avoir une procédure très détaillée de conduite à tenir en cas de la survenue d'un événement indésirable au receveur ou au décours. Et le médecin hémovigilant de l'établissement d'HAD doit pouvoir être informé dans les meilleurs délais afin de déclarer cet événement indésirable au réseau national d'hémovigilance et puis qu'il soit analysé. Et on va terminer avec les 2 dernières recommandations qu'on vous a condensées, on a essayé en une. Ça explique qu'il faut qu'il y ait une procédure qui doit expliciter le devenir après la transfusion de la poche transfusée, du dispositif de contrôle pré-transfusionnel et du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte transfusionnel. Donc plus clairement, c'est la poche et le contrôle ultime qui, en post-transfusion, sont remis à l'EFS et qui est conservé à l'EFS pendant 4 heures. Mais encore une fois, comme en hospitalisation conventionnelle, il faut qu'il y ait une procédure qui explicite l'enregistrement à la traçabilité et le retour à l'établissement qui va fournir la poche. Et il faut que, selon l'évolution de l'état du patient, les informations soient communiquées au correspondant d'hémovigilance à la structure qui a délivré le PSL. Et pour finir, le médecin informe le patient sur la transfusion réalisée et organise le suivi immunohématologique réglementaire avec systématiquement, quand on transfuse avec des CGR, on leur remet une ordonnance pour faire des RAI à 3 mois après chaque transfusion. Alors, notre expérience à l'HAD Val-de-Loire, donc petite slide pour vous préciser où est-ce qu'on est situé. Le territoire, donc c'est l'Indre-et-Loire, Tours est au milieu, notre établissement est situé à Tours, enfin juste à côté, et on couvre le territoire en rose. Ça fait 94 communes et 525 000 habitants environ. Dans ce territoire, l'HAD a structuré son établissement en 4 unités de soins avec 40 patients. On a 160 patients environ par jour. Et dans chaque unité de soins, donc le territoire géographiquement, c'est divisé en 4. On l'a divisé en 4. Et dans chaque territoire, il y a 2 médecins praticiens d'HAD, il y a 2 infirmières de coordination, 16 infirmières, 5 AS.
Au total, on a 9 praticiens d'HAD, avec entre autres une pédiatre, une obstétricienne et une médecin de MPR qui évidemment ne sont pas concernés par l'activité de transfusion. On a aussi 3 infirmières présentes sur site et qui voient des patients la nuit. Et il y a une astreinte médicale 24/24, 7 jours sur 7. On est 6 à 7 à participer à l'astreinte. Et on a une pharmacie à usage interne comme un établissement hospitalier conventionnel. Avant de démarrer la première transfusion, ça a été un parcours assez long d'une année de projet. Et c'est pour ça que vous ne pourrez pas demander en sortant de cette présentation à votre HAD de faire une transfusion à domicile s'ils ne se sont pas structurés. Et vous verrez à la fin qu'il y a plein d'HAD qui ont déjà mis en place la transfusion à domicile et peut-être que vous allez découvrir que l'HAD de votre territoire le fait. L'idée a commencé en novembre 2021. On a été sollicité par l'ARS une nouvelle fois pour mettre en place. Et puis, on a fait des retours d'expérience en visitant d'autres HAD qui le faisaient. Et on a mis en place une équipe projet qui se réunissait une fois par mois pour réaliser au total 25 procédures qu'on a réalisées entre mars et juillet 2022. Donc, notre organisation, elle se structure par 25 procédures qui sont largement inspirées de celles du docteur Jonca qui travaille à l'HAD de Toulouse, qui ont mis ça en place depuis plusieurs années, et du docteur Sapé, qui est le médecin hémovigilant de l'ARS Centre-Val de Loire. Et vous retrouverez toutes les procédures sur le site de l'ARS Centre-Val de Loire. Et puis, il a fallu former le médecin hémovigilant moi-même à cette pratique. Donc, j'ai été formé essentiellement par le site, par le campus de l'EFS et puis, on a formé nos infirmières qui sont spécifiques à la transfusion. Et la première transfusion sanguine à domicile en Centre-Val de Loire a eu lieu le 5 octobre 2022. Et en octobre 2023, on était arrivé à 300 produits sanguins lambiles transfusés au domicile. Voilà, ça je passe vite, c'est notre équipe de coordination qu'on a clairement identifiée. Vous reconnaissez moi-même et Anastasia. Et puis ça, ce sont nos équipes infirmières qui transfusent tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Il y en a une qui ne fait que de la transfusion, c'est son projet professionnel, et puis d'autres qui font et le travail classique d'HAD et aussi de la transfusion. Alors, ça, c'est l'élément peut-être qui va vous intéresser le plus sur comment ça s'organise réellement l'acte transfusionnel. En partie numéro 1, de ce petit schéma, vous avez la prescription médicale d'HAD faite par le médecin extérieur à l'établissement qui prescrit sur le document habituel de prescription d'HAD que vous avez dans vos territoires, une prise en charge en HAD avec le motif et les éléments médicaux saillants que l'HAD aura besoin, prescrit la demande d'HAD. Et après, ce sera le médecin de l'établissement d'HAD, en tout cas pour notre organisation, qui prescrira le produit sanguin labile après avoir fait une évaluation complète de la situation médicale et de la situation sociale au domicile. Et Anastasia avait présenté comment ça se passe le jour même de la transfusion par l'équipe infirmière. Donc pour ce qui est du jour même de la transfusion, l'infirmière, avant de partir de l'HAD, elle appelle l'EFS pour les informer, l'établissement français du sang, pour les informer qu'elle va venir chercher le PSL pour tel patient. Elle se rend de l'HAD ensuite à l'EFS. Elle récupère auprès de l'EFS le produit sanguin labile, donc qu'il s'agisse de CGR ou de plaquettes. L'infirmière, après, elle se déplace au domicile du patient. Là, ça va être strictement la même procédure qu'en hospitalisation conventionnelle. Elle va arriver, elle va prendre les constantes, voir si tout est au vert pour transfuser. Si ce n'est pas le cas, elle informera le médecin prescripteur de l'HAD pour lui faire remonter de potentielles problématiques. En tout cas, elle prend les constantes, elle pose sa voix d'abord, elle fait toute sa concordance de documents et son contrôle ultime. Avant de lancer sa transfusion, elle appelle le médecin de l'HAD pour s'assurer qu'il soit disponible et elle lance sa transfusion. Donc, la transfusion, c'est, comme vous disait le docteur Sasseng, c'est environ 3 heures, le temps d'arriver, de faire toute cette partie administrative et de passer le PSL. Une fois que le PSL est fini, soit elle laisse la voie à l'infirmière parce qu'il y a un deuxième PSL le lendemain, sinon elle la retire.
Et après, elle retourne à l'EFS, comme on vous l'a présenté dans les recommandations, pour retourner à l'EFS la poche de PSL vide et le contrôle ultime qui va avec la poche si c'est un CGR pour que ce soit conservé auprès de l'EFS pendant les 4 heures en post-transfusionnel. Et elle s'assure, avant de partir, qu'il y ait bien un aidant qui puisse rester 2 heures après la fin de la transfusion avec le patient. Donc voilà pour le jour de la transfusion. Alors, les résultats de notre activité, au 31 décembre 2023, on avait transfusé 350 PSL, 359 PSL, dont 10 concentrés plaquettaires, pour 92 patients différents. 50 de ces patients étaient des patients qui venaient du service d'oncohématologie du CHRU de Tours, et nous avons eu la chance de n'avoir aucun NEIR immédiat. Depuis 2022, donc ça, à la fin de les chiffres d'avant-hier, on a transfusé au total 122 patients différents d'un âge moyen de 82 ans. La plus jeune, si j'ai bien vu, c'est 30 ans, et le plus ancien à 100 ans. La plupart des patients nous sont adressés par le service d'oncohématologie, et c'est des syndromes myélodysplasiques et autres pathologies hématologiques sur des patients polytransfusés. Après, on a quelques patients qui ont des anémies chroniques multifactorielles, des saignements digestifs chroniques sur des angiodysplasies en classique, et puis des anémies non explorées chez des patients souvent très âgés ou âgés qui ont refusé d'être explorés. Et puis, on a 3 profils aussi de patients dans leur mode de prise en charge. Soit ce sont des patients qu'on prend ponctuellement sur 2-3 jours, qu'on reprend une fois par mois à peu près. Ça, c'est les patients myélodysplasiques, c'est 55 patients sur les 122. On a transfusé 30 patients différents en EHPAD, et on a 37 patients qu'on a transfusés alors qu'ils étaient déjà dans une prise en charge HAD, la plupart du temps dans une démarche globale de prise en charge palliative. Les principaux services adresseurs, ce sont le service d'oncohématologie du CHRU de Tours, un peu le service de gériatrie, de plus en plus les médecins généralistes, de plus en plus les médecins coordonnateurs d'EHPAD. Nous sommes nous-mêmes prescripteurs de nos transfusions pour tous les patients qu'on a en HAD, souvent en partenariat avec les généralistes et les oncologues. Et puis, nous avons les oncologues. Je vous ai mis aussi, entre parenthèses, que nous réalisons du fer injectable s'il y a besoin. Voilà, ça c'est le petit graphe de notre activité. Donc, le nombre de PSL transfusés par mois avec octobre 2022 au début, je m'aperçois qu'il n'y a pas l'année-ci, 2022 en octobre, on en a fait quelques-uns, et par exemple en janvier 2024, on est monté à 60 PSL, et mars n'est pas encore clôturé, on va sûrement se retrouver autour de 50. Voilà. Et puis oui, là, je vous avais mis là comme grand public, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je vais passer. Les forces que l'on a identifiées pour arriver à mettre en place ce système, c'est une volonté de notre ARS de nous accompagner dans ce projet. Notre stratégie d'établissement, avec un engagement fort de notre direction et de notre équipe projet qu'on a dédiée, dont on avait une équipe très, très clairement identifiée sur ce projet, avec une alliance médicale et direction des soins pour partager le projet pour que ça voie le jour. Et puis, surtout, le travail en réseau avec l'EFS, avec l'ARS Centre-Val de Loire et avec le service d'oncohématologie du CHRU de Tours. J'ai élargi sur la transfusion en France. Ça, j'ai repris une slide du docteur Jonca, qu'elle avait eu par le docteur Casanova de la FNEAD, la Fédération nationale des HAD. On voit qu'en 2005, ça commençait déjà avec 13 établissements d'HAD qui transfusaient sur leur territoire. En 2022, maintenant, il y en a 40. En tout, des HAD, il y en a 293, je crois, en France. Et puis, j'ai repris sur le site de l'ATIH en 2023, j'ai trouvé 53 établissements d'HAD sur 293 qui transfusent. L'âge moyen, selon l'ATIH, c'est 80 ans, des patients.
Et en journée d'hospitalisation, ça fait 5600 journées d'hospitalisation contre 3400. Donc on voit qu'il se passe quelque chose du côté des HAD où l'activité est en train de monter. Ça va être une offre qui va être proposée, je pense, de plus en plus. J'ai pu remarquer en parcourant le site de l'ATH qu'il y avait une grande variabilité selon les établissements et il y a un établissement notamment qui transfuse 600 PSL par an contre certains qui en transfusent moins de 10 sur l'année 2023. Il y en a un qui transfuse 600 et après on passe à 300, c'est un peu les valeurs. Voilà. Là, je vous ai fait un petit listing de tous les établissements d'HAD qui transfusent en France, pour ceux que ça intéresse. Si vous voyez votre HAD local, j'espère n'avoir oublié personne. C'est sur les données 2023. Il y a peut-être des établissements qui transfusent, mais qui n'avaient pas transfusé en 2023. Voilà, c'est ce que m'a remonté la FNEAD et ce que j'ai pu voir sur le site de l'ATH. Les avis des patients. Eh ben, je vous ai mis 2 avis de patients de chez nous. Je suis très bien entouré, c'est important pour garder le moral. Je suis ravi, je suis hyper rassuré. Et en communiquant avec mes collègues d'HAD qui transfusent au domicile, on a tous le même ressenti, enfin tous les mêmes retours patients pour leur grande majorité, c'est qu'ils sont plutôt assez contents de la fin d'attente dans le service, qu'ils trouvent que l'organisation est fluide. Ils ont une vraie confiance envers nos soignants parce qu'au bout d'un moment, ils les connaissent. Puis en restant à leur domicile, il y a des petites relations qui se créent. Et voilà. Et puis leur souhait, c'est qu'on puisse transfuser 2 PSL sur la même journée. Et puis la question de l'obligation de la présence de l'aidant est parfois une contrainte plus qu'un réel besoin peut-être. Je vous remercie. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous ai remis les 53 établissements d'HAD qui transfusent en France.